Bonjour à toutes et à tous, alors je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau résumé de livre audio publié par l'École des finances personnelles. Alors le livre que nous allons résumer pour vous aujourd'hui s'appelle Investing: The Lost Liberal Art, qui est un livre qui a été écrit par Robert G. Hagstrom, qui est finalement l'un des auteurs les plus reconnus en matière de livres d'investissement destinés au grand public. Il a écrit notamment 9 livres, dont les 2 best-sellers, The Warren Buffett Way et The Warren Buffett Portfolio. Alors l'intérêt de Hagstrom pour Warren Buffett a vu le jour en 1984 lorsqu'il a été pris comme stagiaire dans le programme d'investissement du courtier Legg Mason Woodworker. Il lui a alors été demandé de lire la lettre du président de Berkshire Hathaway aux actionnaires, ce qui a radicalement modifié sa vision de l'investissement du jour au lendemain. Alors voici d'ailleurs ce qu'a déclaré lui-même Robert Hagstrom à propos de cette expérience. Pendant 2 semaines, je n'avais fait que scruter des chiffres, des ratios et des formules, mais ce que je faisais à ce moment-là était bien différent. Je lisais des choses écrites sur des entreprises et sur les gens qui les dirigeaient. Buffett me fit faire la connaissance de l'octogénaire Rose Blumkin, un migrant russe qui générait 100 millions de chiffres d'affaires avec un magasin de meubles dans le Nebraska. Je devins proche de Stan Lipsey, le rédacteur en chef du Buffalo News, et de Chuck Higgins qui avait fondé la chaîne de magasins de bonbons See's Candies, et j'appris énormément sur les rouages de la gestion d'un journal et sur les avantages concurrentiels d'une entreprise de confection de bonbons. En bref, ces entreprises étaient devenues vivantes. Au lieu de voir uniquement des chiffres, je me mis à penser à ces entreprises, aux personnes qui les dirigeaient et aux produits et services qui permettaient de générer les chiffres, qui remplissaient les tableaux Excel que je finissais par analyser. À propos du livre. Alors le thème du livre est finalement en accord avec la philosophie d'investissement de Charlie Munger et de Warren Buffett. C'est une approche multidisciplinaire de l'investissement, en hommage donc notamment à Charlie Munger et à son réseau de modèles mentaux dont l'objectif est d'acquérir la sagesse du monde réel. Alors la thèse du livre qui est notamment développée par l'auteur, c'est tout simplement l'objectif c'est de montrer que pour devenir un investisseur hors du commun, se contenter de son champ d'expertise, autrement dit la finance ou l'investissement, ne suffit pas. L'auteur veut emprunter aux grandes disciplines leurs idées fondatrices pour les adapter à l'investissement et les mettre en pratique dans le monde réel. Les disciplines retenues dans le cadre de cet ouvrage sont la physique, la biologie, la sociologie, la psychologie, la philosophie, la littérature, les mathématiques et enfin la prise de décision. Alors bien sûr, il s'agit ici d'une liste non exhaustive appelée à être complétée par le lecteur désireux de se forger son propre réseau de modèles mentaux. Aperçu du livre. Alors dans un premier temps, l'auteur explique la démarche intellectuelle qui l'a poussé à écrire ce livre et rend hommage à l'influence de Charlie Munger sur sa réflexion personnelle, en particulier en ce qui concerne la quête de son propre réseau de modèles mentaux. Dans le cadre de son approche multidisciplinaire visant à améliorer sa compréhension du monde de l'investissement et de la finance, il présente ensuite les idées fondamentales des différentes disciplines sélectionnées et relie enfin ces dernières au monde de l'investissement en suivant une démarche empruntée au connexionnisme. Alors, juste avant de poursuivre le podcast, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'aller plus loin en vous inscrivant gratuitement à l'une de nos prestations. Vous bénéficierez alors de plus de 2 heures de contenu audio ou vidéo gratuit. Et si les modèles mentaux vous intéressent, vous pouvez aller plus loin en vous inscrivant à notre séminaire, le séminaire de l'EFP. C'est un séminaire d'éducation financière en ligne qui enseigne les concepts financiers fondamentaux justement sous la forme de modèles mentaux. Donc, pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien présent dans la description du podcast. Vous serez redirigé vers une page d'inscription sur laquelle vous n'aurez plus qu'à m'indiquer votre adresse email pour y participer. Et si vous possédez déjà les bases d'une bonne éducation financière, vous pouvez encore une fois aller plus loin en rejoignant notre club d'investisseurs. Donc le club de l'EFP, c'est un club qui enseigne les stratégies et les méthodes d'investissement qui ont fait leurs preuves auprès de professionnels chevronnés plusieurs années durant. Il vous suffit là encore de cliquer sur le lien présent dans la description du podcast pour vous y inscrire. Vous serez redirigé vers une page d'inscription sur laquelle vous n'aurez plus qu'à m'indiquer votre adresse email pour rejoindre les autres participants. Et enfin, si vous avez une problématique spécifique à résoudre, vous pouvez suivre l'un de nos ateliers audio
au format court. Donc nos ateliers traitent de problématiques variées telles que le fait de dépenser son argent pour être heureux ou d'investir dans l'immobilier sans sortir de chez vous et sans investir en bourse, ou encore nos ateliers vous apprennent à construire votre fortune à l'aube de la 5e ère. Vous trouverez évidemment plus d'informations sur la page de présentation de nos ateliers. Dans tous les cas, là aussi, il vous suffit de cliquer sur le lien présent dans la description du podcast. Vous serez redirigé vers une page de présentation sur laquelle vous n'aurez plus qu'à faire votre choix pour suivre l'atelier qui vous intéresse. Résumé du livre. Premièrement, présentation du réseau de modèles mentaux. À l'été 1749, Benjamin Franklin a rédigé un manifeste dans lequel il énumérait ses propositions pour l'éducation des jeunes en Pennsylvanie. Ce dernier souhaitait voir les étudiants apprendre de l'histoire, c'est-à-dire acquérir des connaissances en philosophie, en logique, en mathématiques, en religion, en politique, en droit, en chimie, en biologie, en médecine, en agriculture, en physique et en langues étrangères. Si le système d'éducation actuel a pris en compte deux aspects fondamentaux des propositions de Benjamin Franklin, à savoir transmettre des compétences et produire de la connaissance, il reste cependant un troisième aspect qui lui fait défaut. Il s'agit des habitudes de l'esprit entre guillemets, c'est-à-dire la capacité de faire le lien entre les enseignements de différentes disciplines. Cela n'est pas facile et demande des efforts considérables, surtout après avoir passé plusieurs années de notre vie à spécialiser nos connaissances dans un champ d'expertise particulier. Mais la récompense pour les investisseurs n'a pas de prix. Lorsque vous regardez ce qui se passe dans d'autres disciplines, vous êtes en mesure d'observer des similitudes avec votre champ d'expertise, ce qui vous permet de reconnaître des modèles de pensée qui viendront ensuite expliquer certains phénomènes du monde réel. Pour étayer sa thèse, l'auteur se fonde sur les travaux de recherche effectués par Edward Thorndike, qui a étudié le comportement des animaux et des êtres humains à la fin du XIXe siècle. Avec Robert S. Woodworth, ils étudièrent la manière dont le savoir est réellement transmis. Dans l'absolu, l'apprentissage dans un domaine ne facilite pas l'apprentissage dans un autre domaine. Ce qui permet de faciliter l'apprentissage dans un nouveau domaine, c'est la reconnaissance de similitudes entre un domaine que nous connaissons bien et un autre domaine. Autrement dit, si nous connaissons bien A et que B a des similitudes avec A, alors il nous est plus facile de connaître B. Nous ne progressons pas dans un domaine parce que nous devenons de meilleurs étudiants, mais parce que nous reconnaissons mieux les modèles. La découverte de Thorndike est à mettre en rapport avec la théorie contemporaine des sciences cognitives appelée connexionnisme, qui fait le rapprochement entre notre manière d'apprendre et le fonctionnement de notre cerveau. Le cerveau est un réseau complexe de neurones interconnectés, affectés par le processus d'apprentissage. Un processus qui impacte les connexions synaptiques entre les neurones qui s'ajustent continuellement au fur et à mesure qu'ils reconnaissent des modèles familiers et qu'ils intègrent de nouvelles informations. Cette approche innovante de la pensée peut paraître intimidante, mais il existe en réalité une manière de procéder, une sorte de feuille de route facile à comprendre. Selon John Holland, professeur de psychologie et d'ingénierie à l'Université du Michigan et membre de l'Institut de Santa Fe, un centre de recherche et d'éducation multidisciplinaire qui regroupe des centaines d'experts provenant de domaines variés comme la physique, la biologie, les mathématiques, la psychologie ou encore l'économie, la pensée créative requiert deux étapes cruciales. Premièrement, comprendre les idées fondamentales, les modèles, tirés des différentes disciplines sélectionnées et qui forment notre réseau de modèles mentaux. Deuxièmement, comprendre l'utilisation et le bénéfice des métaphores, c'est-à-dire être capable de rechercher une métaphore permettant d'expliquer un nouveau concept. Autrement dit, comprendre un concept, la cible, en utilisant un autre concept, la source. Dans son livre Connections, James Burke explique parfaitement comment des inventeurs ont été guidés vers leur découverte en observant les similitudes qui existaient entre une invention précédente, la source, et celle que l'inventeur souhaitait construire, la cible. Dans notre cas, nous cherchons à comprendre mieux les disciplines investissement et économie. De nombreux modèles ont été importés d'autres disciplines ces dernières années avec un succès très relatif et, d'une certaine manière, le fonctionnement de l'économie et des marchés reste un mystère. Il est peut-être temps d'étendre le champ de recherche pour incorporer les modèles d'autres disciplines. Plus nous étudierons de disciplines,
plus nous découvrirons des similitudes dans les mécanismes qui permettent de lever le voile. C'est en tout cas le cœur de la philosophie de ce livre, développer la capacité de penser la finance et l'investissement comme une seule pièce d'un ensemble unifié, le segment d'un ensemble de connaissances. Première discipline enseignée, la physique. La loi de l'équilibre est un concept fondamental en physique. L'auteur met en avant le rôle crucial joué par Isaac Newton, considéré par beaucoup comme le plus grand esprit scientifique de tous les temps. Newton, qui est le père fondateur de cette loi, a lui-même été influencé par les travaux de Kepler, Galilée et Descartes. De Kepler, Newton a retenu une leçon qui s'est répétée à de nombreuses reprises dans l'histoire. Notre faculté à répondre aux aspects les plus fondamentaux de l'existence humaine dépend largement des instruments de mesure disponibles durant la période considérée et de la capacité des scientifiques à analyser rigoureusement les données recueillies. De Galilée, Newton a retenu l'œuvre. Ce dernier n'a eu de cesse de promouvoir une vision mathématique de la science et il est aujourd'hui reconnu comme le père des techniques expérimentales. De Descartes, Newton a retenu la vision mécaniste du monde. En dépit de l'apparente complexité de certains phénomènes, Descartes était persuadé qu'il était possible d'en expliquer le fonctionnement, à condition d'en découvrir les lois mécaniques sous-jacentes. En combinant les leçons apprises auprès de ces trois génies, Newton a été en mesure de formuler la loi de l'équilibre définie comme un état où les forces en présence sont égales, telles qu'aucune ne surpasse l'autre. Un équilibre peut être statique lorsqu'il est au repos ou dynamique lorsque les forces en présence évoluent en sens contraire pour maintenir ou tenter de maintenir un certain niveau dit d'équilibre. La physique a toujours eu un rôle moteur au sein des sciences. Grâce à sa précision mathématique et à ses lois immuables, elle nous séduit par son sens de la certitude et nous procure le confort qu'apportent les réponses absolues. C'est ainsi que pendant plus de 200 ans, les économistes se sont basés sur la théorie de l'équilibre pour expliquer le comportement des économies. Après tout, la loi du marché n'est rien d'autre qu'une transposition du modèle physique de l'équilibre à la science économique entre guillemets. Les forces en présence étant désignées par l'offre et la demande qui aboutissent à la fixation d'un prix quel que soit le type de marchandise considéré. Toute la théorie économique a été influencée par cette loi de l'équilibre, des principes d'économie politique publiés par Alfred Marshall en 1890 à la théorie de l'équilibre général appliquée au marché financier par Paul Samuelson, lauréat du prix Nobel d'économie en 1970. Comme Newton avant lui, Samuelson a été influencé par les travaux de pairs qui l'ont précédé, parmi lesquels on retrouve principalement Louis Bachelier, Maurice Kendall et Alfred Coles. Les travaux de Coles ont démontré que les experts étaient incapables de prédire l'évolution des marchés financiers, ce qui a ensuite été confirmé par les travaux de Kendall, basés sur un historique de données supérieur à 50 années. L'apport de Louis Bachelier a été de montrer que, je cite, « l'espérance mathématique du spéculateur est nulle ». La synthèse opérée par Samuelson s'est finalement résumée à emprunter le concept d'équilibre à l'économie pour l'appliquer au marché financier en connectant l'idée du mouvement de cours des actions avec l'idée classique que le prix et la valeur coïncident à l'équilibre. L'apport de Samuelson a été d'introduire l'idée que les investisseurs agissent rationnellement et c'est cette hypothèse qui permet au concept d'équilibre de décrire le fonctionnement des marchés financiers. Par la suite, Fama et Sharpe se baseront sur les travaux de Samuelson pour formuler la théorie moderne du portefeuille et la loi d'efficience des marchés. Selon Sharpe, la seule manière d'obtenir un rendement supérieur, c'est de prendre plus de risques. Inversement, pour prendre moins de risques, les investisseurs doivent tabler sur un rendement inférieur. Dans tous les cas, l'équilibre est maintenu. Comme nous le verrons dans quelques instants, le concept d'équilibre est profondément ancré dans la théorie économique et financière et en questionner la validité revient à se frotter à une armée d'universitaires qui ont construit leur carrière tout entière en défendant cette idée. C'est ce que fait pourtant l'Institut de Santa Fe qui étudie actuellement les systèmes complexes adaptatifs, ces systèmes composés de parties en interaction qui changent continuellement leur comportement pour répondre aux changements de l'environnement. Parmi les systèmes complexes adaptatifs les plus marquants, on retrouve notamment le système nerveux, l'écologie, les colonies de fourmis, les systèmes politiques,
les structures sociales et les économies, et très certainement les marchés financiers. Chaque système complexe adaptatif est en réalité une sorte de réseau de nombreux agents qui agissent tous en parallèle les uns des autres et interagissent entre eux. La variable critique qui permet à un système d'être qualifié de complexe et d'adaptatif, c'est l'idée que les agents, les neurones, les fourmis ou les investisseurs, dans le système, accumulent de l'expérience en interagissant avec les autres agents et se transforment ensuite pour s'adapter à leur environnement. Cette description semble plutôt bien correspondre au fonctionnement des marchés financiers, ce qui remet grandement en question la théorie de l'équilibre appliquée au marché. L'équilibre est rationnel, mécaniste et efficient. Les investisseurs sont supposés être parfaitement rationnels et prendre des décisions en conséquence. Cela implique également qu'il est impossible de mettre au point une stratégie gagnante pour battre le marché. La vision de l'Institut de Santa Fe est radicalement opposée. Un marché n'est pas rationnel, il est organique plutôt que mécaniste et il est imparfaitement efficient. Cela implique également que les agents individuels ne sont pas rationnels et qu'il est donc possible de mettre au point une stratégie gagnante pour battre le marché. Il se peut que la vérité se trouve finalement entre ces deux visions opposées. L'équilibre est peut-être l'état naturel du monde et tenter de le restaurer lorsqu'il est perturbé peut aller de soi, mais il n'est sûrement pas la condition permanente du monde, comme le suggère la physique newtonienne. Dans ce cas, la question que l'on est en droit de se poser est de savoir quels sont les modèles mentaux à ajouter à notre réseau pour mieux comprendre le fonctionnement des marchés. Alors, juste avant de poursuivre le podcast, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'aller plus loin en vous inscrivant gratuitement à l'une de nos prestations. Vous bénéficierez alors de plus de 2 heures de contenu audio ou vidéo gratuit. Alors, si les modèles mentaux vous intéressent, vous pouvez aller plus loin en vous inscrivant à notre séminaire. Le séminaire de l'EFP, c'est un séminaire d'éducation financière en ligne qui enseigne les concepts financiers fondamentaux justement sous la forme de modèles mentaux. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien présent dans la description du podcast. Vous serez redirigé vers une page d'inscription sur laquelle vous n'aurez plus qu'à m'indiquer votre adresse email pour y participer. Si vous possédez déjà les bases d'une bonne éducation financière, vous pouvez aller plus loin en rejoignant notre club d'investisseurs. Le club de l'EFP, c'est un club qui enseigne les stratégies et les méthodes d'investissement qui ont fait leurs preuves auprès de professionnels chevronnés plusieurs années durant. Il vous suffit là encore de cliquer sur le lien présent dans la description du podcast. Vous serez redirigé vers une page d'inscription sur laquelle vous n'aurez plus qu'à m'indiquer votre adresse email pour rejoindre les autres participants. Et enfin, si vous avez une problématique spécifique à résoudre, vous pouvez suivre l'un de nos ateliers audio au format court. Nos ateliers traitent de problématiques variées telles que le fait de dépenser son argent pour être heureux ou d'investir dans l'immobilier sans sortir de chez vous et sans investir en bourse, ou encore vous apprennent à construire votre fortune à l'aube de la 5e ère. Vous trouverez évidemment plus d'informations sur la page de présentation de nos ateliers. Dans tous les cas, il vous suffit là aussi de cliquer sur le lien présent dans la description du podcast. Vous serez redirigé vers une page de présentation sur laquelle vous n'aurez plus qu'à faire votre choix pour suivre l'atelier qui vous intéresse. Deuxième discipline, la biologie. Les cracks de 1987 et 2007 ont clairement remis en question les théories économiques et financières existantes, laissant la place à l'introduction de nouvelles théories susceptibles de mieux expliquer le fonctionnement des marchés. La biologie est ainsi devenue un champ d'investigation pour prendre le relais de la physique, ou du moins apporter sa pierre à l'édifice. Le concept fondamental retenu par Hagström pour faire le lien avec le monde économique et financier, c'est celui de l'évolution. Le père fondateur de la théorie de l'évolution, c'est bien évidemment Charles Darwin. L'originalité de sa théorie tient au fait que l'idée de la lutte pour la survie se produit non seulement entre les espèces, mais aussi entre les individus d'une même espèce. La théorie de la sélection naturelle a connu un succès retentissant auprès des intellectuels de l'époque, parmi lesquels on retrouva ensuite des économistes comme Alfred Marshall, déjà mentionné précédemment. Un autre économiste s'est ensuite distingué en décrivant le capitalisme comme un processus évolutif d'innovation continue et de destruction créatrice. Il s'agit là de Joseph Schumpeter, dont le processus économique dynamique se composait de 3 éléments principaux, l'innovation, l'entrepreneuriat et le crédit.
Au cœur de sa théorie, on retrouvait l'idée que la recherche d'équilibre est un processus adaptatif durant lequel les agents du changement sont les innovateurs. Tout changement dans le système économique commence avec une innovation qui se définit comme la concrétisation rentable de nouvelles idées comme des produits, des processus de production, des sources d'approvisionnement, de nouveaux marchés ou de nouvelles formes d'organisation pour les entreprises. Mais toutes ces innovations ne peuvent se concrétiser efficacement sans l'entrepreneur qui devient finalement le leader visionnaire de l'innovation. Sans le désir et la volonté de l'entrepreneur de faire avancer les choses, de nombreuses grandes idées ne pourraient jamais être mises en application. Brian Arthur a été l'un des premiers économistes modernes à se pencher de nouveau sur la manière dont l'économie fonctionne réellement. Selon lui, l'économie ne doit pas être assimilée à un système simple, mais à un système complexe qui se rapproche davantage de la biologie que de la physique. Dans l'idée d'étudier l'économie au prisme des systèmes complexes adaptatifs, un groupe d'experts évoluant dans différents domaines et regroupé à l'initiative de l'Institut de Santa Fe a mis en avant 4 caractéristiques fondamentales de l'économie. Première caractéristique, l'interaction dispersée. Ce qui se passe dans l'économie est déterminé par les interactions d'un grand nombre d'agents individuels qui agissent en parallèle. L'action d'un individu isolé dépend des actions anticipées d'un nombre limité d'agents tout autant que du système qu'il contribue à créer. Deuxième caractéristique, pas de centralisation du contrôle. Bien qu'il existe des lois et des institutions, l'économie fonctionne sans contrôle centralisé. Le système est davantage contrôlé par la concurrence et la coordination entre les agents du système. Troisième caractéristique, l'adaptation continue. Les comportements, les actions et les stratégies des agents sont révisés en continu sur la base de l'expérience accumulée, aussi bien que leurs produits et leurs services. En d'autres termes, le système s'adapte. Il crée de nouveaux produits, de nouveaux marchés, de nouvelles institutions et de nouveaux comportements. C'est un système en évolution permanente. Quatrième caractéristique, des dynamiques hors équilibre. Contrairement au modèle d'équilibre qui domine la pensée de l'économie classique, l'Institut de Santa Fe pense que l'économie opère loin de l'équilibre du fait de son changement constant. Et un autre économiste, J. Doyne Farmer, est convaincu que les marchés ne sont pas efficients. Ce dernier a d'ailleurs présenté dans un papier de recherche intitulé Market Force, Ecology and Evolution une analogie entre des concepts clés de l'écosystème biologique et des concepts clés de l'écosystème financier. En voici quelques exemples. Espèces, stratégie d'investissement. Organisme individuel, investisseur. Génotype, représentation fonctionnelle de la stratégie. Phénotype, action de la stratégie, achat ou vente. Population, capital. Environnement externe, cours et autres facteurs d'information. Sélection, allocation du capital. Mutation et recombinaison, création de nouvelles stratégies. Si l'on se penche de plus près sur l'histoire des marchés financiers, on se rend compte qu'il y a eu 5 stratégies d'investissement majeures qui ont dominé le marché à un moment ou à un autre. Tout d'abord, dans les années 30 et 40, les stratégies basées sur la comparaison entre valeurs de marché et valeurs comptables, avec notamment Benjamin Graham et David Dodd. Deuxièmement, après la Seconde Guerre mondiale, les stratégies basées sur le dividende. Troisièmement, dans les années 60, les stratégies basées sur la croissance. Quatrièmement, dans les années 80, les stratégies basées sur la trésorerie, le cash flow. Et enfin, cinquièmement, aujourd'hui, le rendement sur le capital investi qui émerge comme 5e stratégie dominante. Chaque stratégie ayant remplacé la précédente sur le modèle de l'évolution et de la sélection naturelle, ici économique, cher à Darwin. Le monde des affaires n'est d'ailleurs pas complètement surpris par cette incursion de la biologie dans le monde de l'investissement. Certes, les concepts de variation, d'adaptation, de mutation et de recombinaison génétique ne se retrouvent pas fréquemment dans les manuels d'école de commerce, mais on peut facilement y voir un parallèle avec ceux finalement plus corporate de management du changement, d'innovation, d'adaptation à la demande, etc., etc. Le concept même d'adaptation repose sur l'idée qu'il y a un problème à résoudre et que les espèces ou les entreprises cherchent à trouver des solutions en s'adaptant à leur environnement.
La réconciliation entre les paradigmes biologiques et physiques est sans doute à mettre au crédit d'Andrew Lo, qui admet avoir lui-même lutté pendant des années pour finalement découvrir qu'il n'y avait pas forcément de concurrence entre les deux paradigmes. Selon lui, le marché n'est ni complètement efficient, ni complètement comportemental. Le comportement n'est à la base que la résultante entre notre raison et nos émotions, et lorsque la logique et les émotions sont à l'équilibre, le marché opère de manière relativement efficiente. L'hypothèse de Lo est finalement de construire un pont entre l'efficience des marchés et l'inefficience des comportements en appliquant les principes de l'évolution, de la concurrence, de l'adaptation et de la sélection naturelle aux interactions financières. Alors, juste avant de conclure ce podcast, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'aller plus loin en vous inscrivant gratuitement à l'une de nos prestations. Vous bénéficierez alors de plus de 2 heures de contenu audio ou vidéo gratuit. Alors, si les modèles mentaux vous intéressent, vous pouvez aller plus loin en vous inscrivant à notre séminaire, le séminaire de l'EFP, qui est un séminaire d'éducation financière en ligne, qui enseigne les concepts financiers fondamentaux, justement sous la forme de modèles mentaux. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien présent dans la description du podcast. Vous serez redirigé vers une page d'inscription sur laquelle vous n'aurez plus qu'à m'indiquer votre adresse email pour y participer. Si vous possédez déjà les bases d'une bonne éducation financière, vous pouvez aller plus loin en rejoignant notre club d'investisseurs. Le club de l'EFP enseigne les stratégies et les méthodes d'investissement qui ont fait leurs preuves auprès de professionnels chevronnés plusieurs années durant. Il vous suffit là encore de cliquer sur le lien présent dans la description du podcast. Vous serez redirigé vers une page d'inscription sur laquelle vous n'aurez plus qu'à m'indiquer votre adresse email pour rejoindre les autres participants. Et enfin, si vous avez une problématique spécifique à résoudre, vous pouvez suivre l'un de nos ateliers audio au format court. Nos ateliers traitent de problématiques variées telles que le fait de dépenser son argent pour être heureux, ou d'investir dans l'immobilier sans sortir de chez vous et sans investir en bourse, ou encore vous apprennent à construire votre fortune à l'aube de la 5e ère. Vous trouverez évidemment plus d'informations sur la page de présentation de nos ateliers. Dans tous les cas, il vous suffit là aussi de cliquer sur le lien présent dans la description du podcast. Vous serez redirigé vers une page de présentation sur laquelle vous n'aurez plus qu'à faire votre choix pour suivre l'atelier qui vous intéresse. Conclusion. Alors, pour rappel, nous avons vu ensemble notamment que le thème du livre est une approche multidisciplinaire de l'investissement en hommage à Charlie Munger et à son réseau de modèles mentaux dont l'objectif est d'acquérir la sagesse du monde réel. L'objectif, c'est de montrer que pour devenir un investisseur hors du commun, se contenter de son champ d'expertise, la finance, ne suffit pas. L'auteur veut emprunter aux grandes disciplines leurs idées fondatrices pour les adapter à l'investissement et les mettre en pratique dans le monde réel. Les disciplines retenues dans le cadre de cet ouvrage sont notamment la physique, la biologie, la sociologie, la psychologie, la philosophie, la littérature, les mathématiques et la prise de décision. Et aujourd'hui, nous avons vu ensemble notamment la physique et la biologie. Dans notre cas, nous cherchons à comprendre mieux les disciplines investissement et économie. De nombreux modèles ont été importés d'autres disciplines ces dernières années, avec un succès très relatif et d'une certaine manière, le fonctionnement de l'économie et des marchés reste un mystère. Il est peut-être temps d'étendre le champ de recherche pour incorporer les modèles d'autres disciplines. Plus nous étudierons de disciplines, plus nous découvrirons des similitudes dans les mécanismes qui permettent de lever le voile. C'est en tout cas le cœur de la philosophie de ce livre, développer la capacité de penser la finance et l'investissement comme une seule pièce d'un ensemble unifié, le segment d'un ensemble de connaissances. Alors, première discipline étudiée, la physique et notamment la loi de l'équilibre, qui est un concept fondamental en physique. L'auteur met en avant le rôle crucial joué par Isaac Newton, considéré par beaucoup comme le plus grand esprit scientifique de tous les temps. C'est ainsi que pendant plus de 200 ans, les économistes se sont basés sur la théorie de l'équilibre pour expliquer le comportement des économies. Après tout, la loi du marché n'est rien d'autre qu'une transposition du modèle physique de l'équilibre à la science économique entre guillemets. Les forces en présence étant désignées par l'offre et la demande qui aboutissent à la fixation d'un prix, quel que soit le type de marchandise considéré. Comme nous le verrons dans quelques instants, le concept d'équilibre est profondément ancré dans la théorie économique et financière et en questionner la validité revient à se frotter à une armée d'universitaires qui ont construit leur carrière tout entière en défendant cette idée.
C'est ce que fait pourtant l'Institut de Santa Fe qui étudie actuellement les systèmes complexes adaptatifs, ces systèmes composés de parties en interaction qui changent continuellement leur comportement pour répondre aux changements de l'environnement. Parmi les systèmes complexes adaptatifs les plus marquants, on retrouve notamment le système nerveux, l'écologie, les colonies de fourmis, les systèmes politiques, les structures sociales et les économies, et très certainement les marchés financiers. La vision de l'Institut de Santa Fe est radicalement opposée à celle de l'économie classique. Un marché n'est pas rationnel et c'est un marché qui est organique plutôt que mécaniste et il est imparfaitement efficient. Cela implique également que les agents individuels ne sont pas rationnels et qu'il est donc possible de mettre au point une stratégie gagnante pour battre le marché. Deuxième discipline étudiée, la biologie. Les cracks de 1987 et 2007 ont clairement remis en question les théories économiques et financières existantes. La biologie est ainsi devenue un champ d'investigation pour prendre le relais de la physique ou du moins apporter sa pierre à l'édifice. Le concept fondamental retenu par Hagström pour faire le lien avec le monde économique et financier, c'est celui de l'évolution. Le père fondateur de la théorie de l'évolution, c'est bien évidemment Charles Darwin, et l'originalité de sa théorie tient au fait que l'idée de la lutte pour la survie se produit non seulement entre les espèces, mais aussi entre les individus d'une même espèce. Le monde des affaires n'est d'ailleurs pas complètement surpris par cette incursion de la biologie dans le monde de l'investissement. Certes, les concepts de variation, d'adaptation, de mutation et de recombinaison génétique ne se retrouvent pas fréquemment dans les manuels d'école de commerce, mais on peut facilement y voir un parallèle avec ceux plus corporate, de management du changement, d'innovation, d'adaptation à la demande, etc., etc. La réconciliation entre les paradigmes biologiques et physiques est sans doute à mettre au crédit d'Andrew Lowe, qui admet avoir lui-même lutté pendant des années pour finalement découvrir qu'il n'y avait pas forcément de concurrence entre les deux paradigmes. Selon lui, le marché n'est ni complètement efficient, ni complètement comportemental. Le comportement n'est à la base que la résultante entre notre raison et nos émotions, et lorsque la logique et les émotions sont à l'équilibre, le marché opère de manière relativement efficiente. L'hypothèse de Lowe est finalement de construire un pont entre l'efficience des marchés et l'inefficience des comportements, en appliquant les principes de l'évolution, de la concurrence, de l'adaptation et de la sélection naturelle aux interactions financières. Alors c'est la fin de cette première partie du résumé audio du livre Investing the Lost Liberal Art. Donc j'espère que le résumé vous a plu, que vous avez appris des tas de choses utiles et je vous dis à très vite pour la deuxième partie. Salut!